Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, depuis des mois, Nordvolt, ce qui se passe, là, c'était pas prévu de même. Au départ, c'était pas prévu de même, Nordvolt. Vous dire que ça va mal, Nordvolt est en crise, je vais vous citer l'article de ce matin de Thomas Gerbet. Radio-Canada a pu obtenir la confirmation que Nordvolt AB, la maison mère de l'entreprise, n'a pas encore réussi à conclure son appel de financement à court terme de 415 millions de dollars qui lui permettrait de régler ses problèmes de liquidité jusqu'au début de l'année 2025. Vous dire que ça va mal, Madame la Présidente. Ils ne sont pas capables de trouver 415 millions, maison mère, pour survivre jusqu'au début de l'année 2025. Il y a un an, puis on l'entend encore, le premier ministre disait, puis il y croyait, puis c'est correct qu'il y croyait à l'époque. C'était historique, une grande journée pour l'économie du Québec. Hier, je l'ai questionné là-dessus, puis le premier ministre a refusé de dire s'il croyait encore à Nordvolt. Il dit, en affaires, on fait des bons coups puis des moins bons coups. L'important, c'est la moyenne au bâton. Évidemment, aujourd'hui, on comprenait tous que Nordvolt était du côté davantage des moins bons coups. L'argent des Québécois investi là-dedans, à date, c'est 710 millions et il y a un 300 millions qui est déjà aussi engagé contractuellement. Ma question, on parle de Nordvolt ici. Que va apprendre le premier ministre dans les prochaines heures et est-ce qu'on pourra le savoir? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, je vais être clair. On attend des informations de Nordvolt. Donc, dès qu'on va avoir des informations, on va les donner. Maintenant, il faut faire la distinction entre Nordvolt en Suède et le projet de Nordvolt au Québec. On le sait, Madame la Présidente, au cours de la dernière année, toute l'industrie de la filière batterie, que ce soit en Ontario, aux États-Unis, en Europe, a souffert du fait que les prévisions de vente de véhicules électriques n'ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Mais, Madame la Présidente, nous, on croit à l'avenir des véhicules électriques. On a toute une filière, donc une dizaine d'entreprises. Et, Madame la Présidente, non seulement on a diversifié à l'intérieur de la filière batterie, mais on a diversifié dans tout le manufacturier au Québec. Et, Madame la Présidente, on a deux grands outils au Québec pour le gouvernement. Investissement Québec puis la Caisse de dépôt. Deux outils qui n'étaient pas utilisés ou à peu près pas par le gouvernement libéral. On voit là que depuis qu'on est au pouvoir, il y a eu une augmentation 45 des investissements des entreprises au Québec. Il y a eu une augmentation de 45 Ça nous a permis, contrairement au gouvernement libéral, de battre l'Ontario et le reste du Canada sur tous les indicateurs économiques importants. On n'a jamais eu un bilan aussi reluisant. Première complémentaire. Surtout ce que le premier ministre a dit, Madame la Présidente, là, je l'entends. On n'est pas d'accord là-dessus, puis on pourrait avoir un débat. Mais là, je lui parle de Nordvolt. Je trouve ça intéressant, la conversation, parce que, comme disait l'annonce en 1975, on est 6 millions, il faut qu'on se parle. On se parle là, matin, on est 9 millions, on se parle de Nordvolt. C'est l'argent des Québécois. 710 millions investis. Un 300 millions qui est engagé contractuellement. Le premier ministre dit on attend des nouvelles, on attend des nouvelles. Et il fait une distinction entre la maison mère et le projet du Québec. J'aimerais l'entendre sur la distinction qu'il fait entre la maison mère et le Québec. Du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, d'abord, au Québec, on sait que le projet, ça arrive sud de Montréal. On sait que non seulement on a le terrain en garantie, mais en plus, il s'est déjà dépensé plus de 100 millions pour préparer l'usine. Il y a même des maires qui nous disent, parce qu'il y a tellement de camions à tous les jours qui veulent qu'on fasse une route spéciale. Donc, Madame la Présidente, il faut distinguer ce qui se passe en Suède puis ce qui se passe au Québec. Évidemment aussi, il y a le programme IRA aux États-Unis qui va avoir un impact sur toutes les usines de batteries au monde. Deuxième complémentaire. Sur le programme
IRA, peut-il confirmer, le premier ministre, que dans l'entente, le fédéral pourrait, s'il était mis de côté, se retirer du projet? Peut-il nous confirmer ça? Oui. La réponse du premier Bien, ministre. on le sait, les montants importants ne sont pas encore déboursés. Il y a le 2 tiers des montants qui vont venir du fédéral, puis le tiers du gouvernement du Québec, mais on a mis une clause. Si et seulement si le programme IRA aux États-Unis reste en place. On a vu l'élection de M. Trump. Par contre, ce qui est important de dire, plusieurs usines aux États-Unis sont dans des États républicains. Donc, je n'ai pas plus de confirmation que le chef d'opposition officiel. Il y a des chances que l'IRA reste. Il y a une chance qu'il soit modifié. On suit le dossier de près. Troisième complémentaire. Quel impact aurait un retrait des États-Unis du programme IRA qui ferait boule de neige avec le fédéral qui se retirerait de Nordvolt sous une forme ou une autre? Quel impact ça aurait sur la viabilité du projet Nordvolt au Québec? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, contrairement au Parti libéral, nous, on pense qu'on a besoin de véhicules électriques dans le monde, qu'on a besoin de batteries pour des véhicules électriques. Puis je pense que tous les pays sont d'accord avec ça. Même Elon Musk est d'accord avec ça, Madame la Présidente. Donc, évidemment, est-ce que les règles du jeu vont évoluer? Mais ce que je souhaite, c'est que le Québec continue de participer à ce grand changement de paradigme. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. On a décidé de ne pas faire de coupure dans les services de santé. Ça, c'était le premier ministre du Québec le 24 avril. Bien, 7 mois plus tard, la PDG de Santé Québec dit que sa mission première, c'est de couper 1 milliard. Les établissements de santé arrêtent les embauches de personnel soignant, puis en plus, on sort dans les projets d'infrastructure, d'entretien et d'achat d'équipement. Madame la Présidente, même le député de Saint-Jérôme, puis s'il y en a bien un ici qui croit à la rigueur budgétaire, là, même le député de Saint-Jérôme, il trouve que vous allez trop loin avec vos coupures en santé. Ce que le gouvernement est en train de dire aux gens qui fréquentent les hôpitaux vétustes comme Mont-Laurier, là, aux gens qui attendent pendant des années pour une chirurgie, aux femmes qui attendent des mois pour une mammographie, c'est que le ministre de la Santé, il va couper la file d'attente, lui. Il va passer avant eux, alors que le premier ministre avait promis exactement le contraire. La réponse du ministre. Madame la Présidente, j'ai répondu à ça plusieurs fois et je vais continuer à avoir le même discours. On a mis en place, Madame la Présidente, au cours des 2 dernières années, on a mis un ensemble de mesures qui vont permettre, au cours des prochains mois, de converger toutes ces mesures-là pour que Santé Québec soit capable, Madame la Présidente, de mieux travailler, par exemple, avec nos conventions collectives qui ont été mises en place, avoir plus de personnel, être capable de réduire notre TSO, avoir plus de personnel qui ne vont plus dans les agences, comme j'ai expliqué, mais maintenant, on a engagé plus de 17 000 personnes au cours de la dernière année. Alors, ce que je dis, Madame la Présidente, c'est qu'avec toutes ces mesures-là qui se mettent en place et incluant la négociation des médecins qui sont faits avec ma collègue, la présidente du Trésor, je pense qu'on est capable, Madame la Présidente, de changer la dynamique au niveau du réseau de la santé. C'est sûr qu'en ce moment, on vit une période difficile pour toutes les raisons qu'on connaît, avec l'augmentation de la demande, avec l'augmentation de la population, avec le vieillissement de la population, Madame. Alors, on va continuer à travailler dans ce sens-là, Madame la Présidente. Première complémentaire. Le ministre de la Santé nous parle des mesures qu'il a mises en place. En voici certaines des mesures qu'il a mises en place. Juste à Laval, ils ont décidé de suspendre l'affichage de 500 postes, Madame la Présidente, des infirmières, des préposés. Moi, je suis pas mal sûr que ces gens-là, c'est eux qui donnent des services directs à la population. Puis à Laval, encore, ils ont suspendu l'achat de pompes à soluté. On est rendu là au Québec, là. On n'est même pas capable de se payer des pompes à soluté. Santé Québec était supposé d'être là pour offrir des services, pas pour agir comme agence de recouvrement pour le ministre des Finances. La réponse du ministre. Une terminologie qui est un peu forte, là. Je pense que le ministre des Finances a un rôle autre que ça, et Santé Québec aussi. Je pense qu'il faut prendre au sérieux
le travail qui a été fait par la mise en place de Santé Québec. Maintenant, Madame la Présidente, ce que j'aimerais bien comprendre ou expliquer au député de Pontiac qui a été avec nous lorsqu'on a mis en place le projet de loi 15, soyons très clairs, ce que Santé Québec doit faire, c'est coordonner un réseau de 350 000 personnes. On a toujours dit qu'un des enjeux qu'on avait dans ce grand réseau-là, qui travaillait malheureusement souvent en silo, c'était d'avoir les bonnes mesures aux bons endroits. Là, on est en train de regarder, est-ce que je pourrais revenir dans la deuxième partie, Madame la Présidente? Deuxième complémentaire. Les bonnes mesures aux bons endroits. On vient d'annoncer qu'on passe la hache à une résidence pour personnes autistes et un centre de réadaptation pour des adolescentes à Québec. Mais le comble, c'est à Laval encore. On suspend la rénovation des salles de confinement au centre jeunesse. Je vous rappelle, Madame la Présidente, qu'à Laval, ils ont des salles d'isolement où des jeunes ont passé 10 jours et les parents ont dénoncé ça parce qu'il n'y a pas de fenêtre puis ça ressemble à une prison. Une prison. Santé Québec, là, il devait être là pour les patients, pas pour le bottom line du ministre des Finances. La réponse du ministre. Je vais y aller, Madame la Présidente, parce que je veux être très clair avec le député de Pontiac. Là. C'est sûr qu'il y a eu un sous-investissement dans nos infrastructures en santé pendant 15 ans. Et ça, là, c'est les gens d'en face qui ont fait ce sous-investissement-là. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Depuis qu'on est au gouvernement, on a fait passer le PQI de 100 milliards à 153 milliards. Ce qui veut dire qu'il nous donne une marge de manœuvre de 15 à 18 milliards par année pour faire des investissements. Seulement au niveau de la santé, on est passé de 20 milliards à 24 milliards. Écoutez, Madame la Présidente, là, on peut faire le rattrapage de ce qu'ils n'ont pas fait, mais il faut le faire de façon rigoureuse, respecter nos engagements financiers. On va faire le travail, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant Madame la députée d'Émile-Île. Merci, Madame la Présidente. Les logements hors marché qui sont destinés principalement aux ménages les plus vulnérables, ils jouent un rôle essentiel dans notre société. Ils offrent des loyers contrôlés qui échappent à la spéculation immobilière et qui garantissent surtout la stabilité des locataires. Pour arrêter de vivre des crises cycliques du logement, il faut davantage de logements hors marché dans notre économie. Pourtant, le Canada et particulièrement le Québec, Madame la Présidente, ce sont des cancres. Mais dans l'OCDE, ici qu'on voit, même les États-Unis, Madame la Présidente, font mieux que nous. Alors, les Pays-Bas sont à 34 %, l'Angleterre à 16 %, mais nous, on est à peine à 3 %. En juin, nous avons proposé que le Québec se dote d'une cible de 20 % de logements hors marché d'ici 2050. Tous les groupes en habitation partagent cet objectif. Alors, ma question pour la ministre de l'Habitation, adhérez-vous à l'objectif d'atteindre 20 % de logements hors marché d'ici 2050? Et je vous rappelle que vous adressez votre question à la présidente. Et la réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Bonjour, Madame la Présidente. Alors, je remercie ma collègue du Parti libéral de poser cette question-là. Donc, elle conviendra avec moi qu'il aurait fallu s'occuper de ça avant 2018, le logement. Et comme ça, probablement qu'on aurait eu des pourcentages de logements hors marché beaucoup plus grands que ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, moi, j'ai le bonheur de vous présenter mon tableau ici de projection de logements hors marché. Donc, on a maintenant plus de 24 000 unités qui sont à différentes étapes de réalisation et qui seront livrées d'ici 2028. Alors, on prend ça au sérieux et on a multiplié les modèles. On ne s'appuie plus que sur un seul programme qui prétendra tout régler. Non, on a un programme de financement du logement abordable. On a des partenariats avec les fonds fiscalisés, Desjardins, Fonds de solidarité, Fonds d'action. On a des ententes particulières avec Société de développement Angus, qui a été précurseur dans la livraison de logements hors marché. Un autre partenariat avec Mission Unité Aînée qui vise des clientèles très vulnérables. On prend la situation... Première complémentaire. Alors, Madame la Présidente, depuis 6 ans, il n'y a quand même pas eu vraiment une grande avancée au niveau du logement hors marché. Malgré ce que dit la ministre, les chiffres parlent. Et c'est en se donnant des cibles qu'on atteint des objectifs. Alors, si 2050, ça apparaît trop loin, peut-être qu'on pourrait penser à un objectif plus rapproché. Alors, nous, le Parti libéral, on s'est donné comme cible d'atteindre 12 % de logements hors marché d'ici 2035. Et là, je rappellerai que ça nous permettrait à peine d'atteindre la moyenne. Est-ce que cette cible la partage la ministre? Réponse de la ministre.
Oui. Bien, Madame la Présidente, du logement, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Donc, le meilleur moment, ça aurait été idéalement de le construire dans les 20 dernières années et on aurait donc des pourcentages beaucoup plus intéressants. Mais là, le deuxième meilleur moment, bien, c'est de s'y attaquer. C'est ce qu'on fait depuis 2018 en ayant investi des sommes records, dont 1,8 milliard à la dernière mise à jour économique. Et tout ça, bien, ça va donner des résultats. Donc, je le répète, 24 000 unités qui sont à différentes étapes de réalisation, avec une projection. On n'est même plus dans faire des annonces d'unités. On est capable de montrer des projections de livraison. Alors, je pense qu'il y a un grand pas qui a été réalisé en matière de logement. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, j'ai toujours pas entendu de cible et je voudrais rappeler que les constructions, on le sait qu'aujourd'hui, ça coûte quand même sensiblement beaucoup plus cher. Alors, il y a aussi les acquisitions. Alors, moi, j'aimerais entendre la ministre. Est-ce qu'elle prévoit d'abord un fonds pour des acquisitions, éventuellement, pour préserver du logement hors marché, pour atteindre une cible? Et est-ce qu'elle est d'accord avec une cible d'atteindre 12 d'ici 2035 et 20 d'ici 2050? La réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, je dis souvent, pour contrer la crise du logement, en amoindrir les conséquences, il faut augmenter l'offre de tous les types de logements et il faut augmenter l'offre, effectivement, de logements hors marché parce que c'est ce qui est le rempart dans le contexte d'une crise pour protéger les gens les plus vulnérables. Alors, on a déposé au mois d'août notre stratégie en habitation. Il y a une cible de 560 000 logements sur 10 ans. Et on s'est surtout attardé, Madame la Présidente, à donner des outils aux municipalités pour faire en sorte de construire plus vite tous les types de logements. Alors, on est sur la bonne voie, Madame la Présidente. Merci. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Suite aux révélations et au scandale récent à la DPJ, Madame Régine Laurent nous adresse à tous et toutes ici en cette Chambre une lettre qui dénonce le fait que le Québec ne se soit pas encore doté d'une charte des droits de l'enfant pour mieux protéger nos plus vulnérables. Imaginez Madame Laurent qui siège au CA de Santé Québec avec un accès direct au gouvernement, n'a plus d'autre choix que de publier une lettre ouverte dans le journal pour se faire entendre. On est rendu là, Madame la Présidente, une membre du CA de Santé Québec, forcée de prendre la plume dans le journal. La Charte des droits de l'enfant, ça fait 3 ans qu'elle le demande. Le commissaire au bien-être aussi. C'est maintenant clair, le gouvernement refuse de mettre en œuvre le rapport Laurent. Madame la Présidente, il va falloir qu'elle en écrive combien des lettres ouvertes, Madame Laurent, pour que le ministre l'écoute enfin? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je tiens à rappeler aux députés de Saint-Henri-Sainte-Anne que dernièrement, Madame Laurent disait que les choses avançaient bien avec le déploiement du rapport Laurent. Ce qu'on se rappelle, c'est que la phase 1, la phase où on fait les choses en amont de la protection de la jeunesse, on l'a complétée, Madame la Présidente. Toutes les mesures qu'on a mises en place, d'ailleurs, ont permis un ralentissement, voire un plafonnement, voire une diminution du nombre de signalements que l'on reçoit à chaque année. Et ça, c'est juste du positif pour nos jeunes. Là, on est en train de faire la phase 2, Madame la Présidente, phase qui est caractérisée par la nomination du commissaire. J'ai promis que cette nomination sera faite d'ici la fin de la session et je tiens bien à tenir ma promesse, Madame la Présidente. Donc, on travaille là-dessus. Maintenant, pour la suite des choses, je pense qu'il faut continuer à travailler sur nos priorités. Il y a 2 semaines, je vous rappelle tout ce qui s'est passé ici, là, le branle-bas de combat sur les centres de réadaptation. J'ai pris note, il y a une urgence là, on y travaille. J'ai rencontré la PTS pour voir ce qu'on peut faire au niveau des embauches. On est en train de travailler avec la sécurité publique, les criminologues, ainsi que d'autres professionnels pour mieux encadrer nos jeunes intervenantes en centre de réadaptation. C'est notre priorité. Première complémentaire. Madame la Présidente, vraisemblablement, si Mme Laurent a besoin d'écrire une lettre ouverte dans le journal, c'est qu'elle n'est pas satisfaite. Avec tout ce qui se passe à la DPJ, vraisemblablement, si le ministre est en action, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas suffisant. Elle est où, la Charte des droits de l'enfant? Il est où, le commissaire au bien-être? Ça fait plus de 3 ans qu'on en parle. Pourquoi le ministre refuse d'écouter Régine Laurent? Elle envoie un message clair. Comment le ministre peut-il l'ignorer? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je n'ignore rien. On fait les choses
en ordre. On avait décidé que dans la phase 2, ce serait la nomination du commissaire. Et ça va se faire très bientôt, très bientôt, Madame la Présidente. Maintenant, le message qui a été envoyé ici par la population, c'est qu'il faut agir rapidement pour rétablir la situation au niveau des centres de réadaptation. On travaille sur l'aspect des jeunes contrevenants, on travaille sur l'aspect de l'encadrement de nos intervenantes, de nos jeunes intervenantes. On veut s'assurer que les milieux soient sécuritaires pour les jeunes ainsi que pour nos employés. Donc, Madame la Présidente, c'est ce qu'on fait. On travaille de façon très active sur ce dossier. Deuxième complémentaire. Je reviens là-dessus, Madame la Présidente. C'est quand même assez phénoménal. On a une membre du CA de la Santé Québec qui, incapable d'avoir l'oreille du côté gouvernemental, n'a pas d'autre choix que de publier une lettre ouverte avec d'autres signataires dans le journal pour se faire entendre. C'est là qu'on est rendu. On ne nous dit pas rien par rapport à la Charte des droits de l'enfant. On nous dit encore, le commissaire, ça viendra. Ça fait plus de 3 ans, Madame la Présidente. Quand est-ce que le ministre va écouter Madame Laurent? La réponse du ministre. Mais Madame la Présidente, je me répète, le commissaire, on y travaille. Il devrait être nommé très bientôt. Je pense que tout le monde va applaudir cette première au Québec, où on va voir quelqu'un qui va être le porte-voix de tous les enfants du Québec. Une personne qui, en plus, on s'est assuré que cette porte-voix-là ait un œil particulier sur la protection de la jeunesse, comme ça m'a été demandé en commission parlementaire par les membres des oppositions, Madame la Présidente. Donc, j'ai bien écouté, on a travaillé ensemble avec eux, puis on va avoir un résultat très prochainement. Maintenant, ce qu'on dit également, c'est qu'il faut travailler sur nos priorités. Et notre priorité actuellement, c'est la réadaptation de nos jeunes. C'était également une demande prioritaire. En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. On est en pleine crise du logement, puis une enquête qui révèle que des centaines d'annonces Airbnb contournent ou brisent la loi de la ministre du Tourisme. Des habitations vides sont faussement déclarées comme des résidences principales. Des numéros de permis sont recyclés, volés ou carrément inventés. En tout et pour tout, c'est plus de 1500 maisons ou appartements qui sont illégalement affichés sur le site d'Airbnb. La ministre nous jurait l'année dernière qu'elle allait donner un coup de vis sérieux à l'hébergement touristique illégal. Elle nous jurait que les plateformes comme Airbnb seraient tenues responsables des annonces illégales. Jusqu'à 100 000 $ d'amende pour les numéros de permis frauduleux, Madame la Présidente. C'est dans la loi, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que la ministre du Tourisme peut nous dire combien d'amendes ont été données à Airbnb depuis l'adoption de sa loi? La réponse de la ministre du Tourisme. Merci, Madame la Présidente. Important de rappeler qu'on a été le premier gouvernement à s'attaquer donc sur l'hébergement touristique illégal avec la loi 25 qui est entrée donc en fonction au mois de septembre 2023, encadrer l'hébergement touristique illégal qui, d'ailleurs, Madame la Présidente, important de le préciser, a inspiré de nombreuses provinces canadiennes à imiter l'action du gouvernement du Québec et de resserrer les règles entourant donc les plateformes d'hébergement touristique. Il va rester, Madame la Présidente, aucune loi n'est pas perfectible, il n'y a aucune loi qui est parfaite, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le déploiement des règlements entourant le projet de loi 25 et contrer l'hébergement touristique illégal au Québec, bien, on resserre les normes au fur et à mesure. On vient d'ailleurs, et c'est dans la Gazette officielle, de lancer donc la plateforme où tous les Québécois auront accès très prochainement à l'adresse, le numéro d'enregistrement, le certificat signé par la ministre, l'autorisation de la municipalité, l'adresse précise, et ainsi, Madame la Présidente pourra dénoncer toute forme d'illégalité au Québec. Première complémentaire. Merci. La ministre ne répond pas à la question. La question est simple. Combien d'amendes données à Airbnb? Est-ce que la réponse, c'est 0 amende donnée à Airbnb? La réponse de la ministre. Bien, Madame la Présidente, vous savez que les amendes sont sous la responsabilité du ministre des Finances du Québec. Ce n'est pas la ministre du Tourisme qui établit, premièrement, les amendes qui sont déposées aux plateformes qui sont dans l'illégalité. C'est des enquêtes qui sont menées par le ministère
des Finances, par les enquêteurs de Revenu Québec. On ne dévoilera pas ici, Madame la Présidente, les stratégies qui sont mises en place par le ministère du Revenu du Québec pour aller pincer, donc, ceux qui travaillent dans l'illégalité. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, en fait, en date de septembre passé, c'est près de 5 millions de dollars d'amende qui ont été imposés aux gens qui travaillent dans l'illégalité. Deuxième complémentaire. Elle n'a pas répondu à ma question. Combien d'annonces données à Airbnb? Je comprends de son silence que la réponse, c'est 0. L'article était donc solide. 0 amende à Airbnb qui héberge encore des centaines d'annonces illégales au Québec. La vis n'est pas serrée, elle est strippée, Madame la Présidente. Qui fait la loi au Québec? Est-ce que c'est la ministre du Tourisme ou c'est Airbnb? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. On devrait s'occuper des cas illégaux qui ont été permis par l'arrondissement du côté du collègue et voir comment ça se passe de leur côté. Madame la Présidente, 1er avril 2023, 31 mars 2024, 1658 constats d'infraction. 1658. Maintenant, on ne fera pas le détail d'à qui a été déposé ces avis de non-conformité-là, mais on doit démontrer aujourd'hui donc que la loi fonctionne. Les enquêteurs sont là, les gens et les plateformes qui ne jouent pas dans les règles du Québec sont pincés par Revenu Québec et il y a des amendes qui sont signifiées aux plateformes à travers leurs représentants au Québec qu'on a exigé également dans la récente loi. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy-Midi. Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Madame la Présidente. Je reconnais maintenant la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, le gouvernement présente sa mise à jour économique. Mais que dire du bilan fin 2024 qui met en lumière une réalité profondément troublante au Québec? Près de 3 millions de demandes d'aide sont répondues par les banques alimentaires à chaque mois. Madame la Présidente, c'est une hausse de 55 sur 3 ans sous la CAQ. C'est vraiment flagrant que même la classe moyenne peine à remplir leur frigo. Le gouvernement aime répéter qu'il investit comme jamais dans les banques alimentaires, mais ce qui augmente comme jamais, c'est la détresse alimentaire. Les organismes disent manquer de denrées et peinent à répondre à la demande. Pendant ce temps, le gouvernement affiche un déficit record. Madame la Présidente, est-ce que le gouvernement reconnaît qu'il s'agit non seulement d'une urgence humanitaire, mais d'un échec économique? La réponse de la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Notre-Dame-de-Grâce pour cette question. Je la remercie aussi pour le travail de collaboration pour arriver à une éventuelle adoption d'un projet de loi extrêmement important qui porte sur la réforme de la modernisation du régime d'aide sociale, chose très importante parce qu'il fait partie, ce projet de loi, du plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale que j'ai pu déposer en juin dernier et qui est axé sur l'accompagnement des personnes et comment on peut mieux les amener vers l'emploi, vers l'amélioration de leurs conditions de vie. Évidemment, la question de la sécurité alimentaire, c'est une grande préoccupation pour nous. C'est arrivé brutalement après la pandémie avec la hausse du coût de la vie et il a fallu que nous agissions rapidement pour aider les gens et nous continuons à le faire. Des investissements records, Madame la Présidente, et surtout des gestes très précis pour travailler avec les organismes et s'assurer que personne ne manque de nourriture au Québec. Première complémentaire. Merci. Plus de 15 de la population québécoise souffre de l'insécurité alimentaire. Et la réponse du gouvernement, c'est qu'on a investi des sommes records dans les banques alimentaires. Mais le résultat est que plus en plus de personnes vivent dans la précarité et les demandes ne cessent d'exploser. Madame la Présidente, comment expliquer que les annonces du gouvernement ne concordent pas avec la réalité sur le terrain? La réponse de la ministre. J'ai de la difficulté à comprendre cette question de la députée parce que lorsque Banque alimentaire Québec vient nous voir,
depuis 2022, parce que ça n'était pas le cas avant, mais depuis 2022, vient nous voir pour nous demander de l'aide pour acheter de la nourriture, parce que Banque alimentaire Québec distribue auprès de 1300 comptoirs alimentaires à travers le Québec. Nous répondons présent et nous répondons exactement à la demande de Banque alimentaire Québec. Et dans le plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, il y a tout un volet de sécurité alimentaire. Il faut rapprocher la nourriture des gens. Il faut que les gens puissent la cuisiner, cette nourriture-là. Ce n'est pas seulement que donner des lunchs gratuits, c'est aussi, Madame la Présidente, faire en sorte que... Deuxième complémentaire. Merci. Aujourd'hui, je me lève au nom des travailleurs qui ont faim. Des gens comme nous qui se lèvent à chaque jour pour gagner leur vie, mais qui, aujourd'hui, ils doivent se tourner vers les ventes alimentaires pour manger. C'est inacceptable au Québec. Ma question au gouvernement est très simple. Comment explique-t-il qu'aujourd'hui, au Québec, tant de gens doivent choisir entre nourrir leur famille ou payer leur loyer? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, le coût de la vie a augmenté drastiquement. Je ne pense pas que ce soit le gouvernement du Québec qui soit responsable de cette situation. Au contraire, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir depuis cette pandémie pour aider les Québécois et les Québécoises à améliorer leurs revenus et pouvoir se loger, se nourrir. C'est notre grande préoccupation. Mais nous ne sommes pas responsables de tout. Et nous agissons, Madame la Présidente, avec les organismes du milieu, avec l'ensemble de la population pour s'assurer que les gens mangent à leur faim et qu'ils soient bien logés, parce que c'est ça l'essentiel. Et le plan de lutte à la pauvreté, c'est 4,3 milliards de dollars d'investissement pour s'assurer que les gens aient un logement, pour lutter contre l'itinérance. Question principale, je reconnais maintenant la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. Le ministre de l'Éducation a certainement pris connaissance hier du rapport dévastateur de la vérificatrice générale. Je la cite, « Près de 20 ans après avoir fait le constat d'un écart de réussite chez les élèves autochtones, le ministère met encore peu d'actions en œuvre pour favoriser leur réussite. J'aimerais que le ministre m'explique comment ça se fait qu'au Québec, on accepte qu'un tiers des jeunes autochtones sortent sans diplôme, alors que dans le reste du Canada, c'est moins de 20 Ces enfants-là, ils ont le droit aux mêmes chances que les autres. Ils ont le droit à des ressources pour leur réussite. Ils ont le droit aussi d'avoir des espaces culturellement adaptés pour leur réussite scolaire. Ces enfants-là ne sont pas voués à l'échec. On le sait depuis 20 ans. Comment le ministre peut-il accepter qu'une telle situation perdure? La réponse du ministre responsable des relations avec les Premières Nations. Oh, non. La réponse du ministre de... Je vais faire la première. Décidez-vous. Le ministre de l'Éducation. Simon? Il était assis. C'est bon, Madame la Présidente? Super. Alors, la réponse à la question, c'est qu'on ne l'accepte pas. Et c'est pour ça qu'on met en œuvre toutes sortes de façons, toutes sortes de moyens pour justement faire en sorte que la réussite scolaire de nos enfants, y compris les enfants autochtones, continue de s'améliorer. Quand je regarde les mesures qui ont été mises en place, Madame la Présidente, je note par exemple, parce que ça c'est un des enjeux qui est soulevé par le rapport de la VG, je note, par exemple, qu'on a créé des formations de sensibilisation aux réalités autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ce sont des formations qui visent à sensibiliser donc toutes les personnes qui travaillent dans les écoles aux réalités autochtones, aux perspectives autochtones pour justement s'assurer que l'enseignement soit le plus adapté possible aux besoins de ces enfants-là. Alors, c'est un exemple parmi d'autres que nous avons mis en place. On a également signé une entente, par exemple, avec le Conseil Innu de Ouachat-Maniotenam pour la création d'un comité de coordination pour l'éducation afin de les rendre plus autonomes dans la gestion de leurs programmes éducatifs. Il y a toutes sortes d'initiatives comme celle-là, Madame la Présidente, que nous mettons en place pour améliorer la réussite scolaire des élèves autochtones. Première complémentaire. Un des éléments fondamentaux, c'est la capacité de maîtriser le français. Un des éléments fondamentaux, c'est d'enlever les barrières
à l'entrée pour la diplomation. Et ça, vous n'avez pas bougé. Il y a encore seulement 450 $ qui est mis par enfant autochtone pour des services linguistiques, alors que les enfants de l'immigration, eux autres, c'est 7 000 par enfant. Alors, je me demande, est-ce que le ministre de l'Éducation va aller se battre corps et âme pour s'assurer que dans le projet budget, ça va être là? Et je vous rappelle, Madame la députée, que vous adressez à la présidente la réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, d'autres exemples des mesures que nous prenons pour améliorer la réussite scolaire des élèves autochtones. Par exemple, on a intégré des contenus qui touchent les réalités des Autochtones dans plusieurs programmes, en fait, de la formation générale des jeunes. On le fait pour le programme d'histoire du Québec et du Canada. On le fait également dans le programme Culture et citoyenneté québécoise. C'est très important. C'est un nouveau programme, un nouveau cours qui est donné obligatoirement dans toutes les écoles depuis septembre. Et on travaille présentement sur un nouveau programme d'enseignement du français qui va inclure aussi les réalités autochtones. Deuxième complémentaire. La vérificatrice générale nous disait que la majorité du personnel enseignant n'avait pas suivi de formation sur les réalités des élèves autochtones. Je veux bien qu'on s'y mette maintenant, là, mais il y en a une maudite gang qui sont déjà à l'emploi et qui n'ont pas ça devant eux. Un des enjeux, quand on laisse les enfants autochtones, le tiers des enfants autochtones ne pas être diplômés, c'est comme si on les voue à l'échec. Moi, j'accepte pas ça dans le Québec d'aujourd'hui. Qu'allez-vous faire? La réponse du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Merci beaucoup, Mme la Présidente. On travaille en équipe. Ma collègue le sait bien, ce qu'on a fait, on a fait des milieux de vie. C'était du jamais vu, Mme la Présidente. Partout au Canada, on regarde ce qui s'est fait, des milieux de vie étudiants autochtones. On l'a présentement à Sept-Îles, on l'a à Trois-Rivières et bientôt à Québec. Ce n'est pas des plans, ce n'est pas des prévisions, c'est fait et les gens peuvent le voir. Ça contribue à la réussite des étudiants autochtones. Pour nous, c'est important. Ce n'est pas la seule mesure. Mon collègue en a parlé largement tantôt. On veut aider. Il faut juste faire la distinction. Il y a 3 niveaux. Il y a les communautés qui sont conventionnées. En communauté autochtone, c'est le fédéral qui s'occupe de l'éducation. Et là, ce qu'on parle, c'est hors communauté. Alors, nous sommes là, nous sommes au rendez-vous. On ne baisse pas les bras. Puis, ce n'est pas terminé, Mme la Présidente. On va continuer. En question principale, je reconnais maintenant le député de Matane-Matapédia. L'argent durement gagné des Québécois et des Québécoises. C'est à propos de ça, la mise à jour économique. Ça permet de valider la saine gestion, ça permet de valider les choix également. C'est ce qu'on connaîtra un peu plus tard aujourd'hui. Par contre, il y a des données qui sont connues. 11 milliards de déficit. Certainement un effort considérable à faire pour retourner à l'équilibre budgétaire. Donc, décompression commence à filtrer. Avant d'annoncer ces compressions, regardons ce qui a été fait en termes de dépenses. Nous avons identifié au Parti québécois pour près de 6 milliards de dépenses qui sont questionnables. Selon nous, elles sont en ligne présentement. 10 millions pour le bijoutier Burks de luxe. 70 millions dans des entreprises insolvables. 124 millions dans les espaces bleus. Ça clique 41 millions. 89 millions pour une entreprise d'Elon Musk, je le dis pour le premier ministre qui parle en même temps que moi, et même son directeur de cabinet a obtenu 70 000 $ d'un coup. Avant d'obtenir davantage de La moyens... réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, mais merci, Madame la Présidente. Comme le dit mon collègue d'en face, on aura le privilège tantôt de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans la mise à jour économique et de voir quelles sont les prédictions du ministre des Finances sur le budget de cette année. Quand on parle des dépenses, de l'optimisation des dépenses, du retour à l'équilibre budgétaire, du choix qu'on va faire dans les dépenses, tout le monde sait qu'on est en train de travailler au Trésor avec le ministre des Finances un plan de retour à l'équilibre qui sera présenté au prochain budget en mars prochain. Ceci étant dit, on est en train justement de faire la révision des programmes, l'optimisation des dépenses. On regarde avec chacun des ministères comment on peut assurer la mission adéquatement de chacun des ministères des collègues, tout en s'assurant que l'argent des Québécois est dépensé adéquatement et qu'il profite au maximum de chaque dollar, parce que c'est leur argent, nous en sommes conscients et nous travaillons dans ce sens, Madame la Présidente. Première complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, le gaspillage de la CAQ a des conséquences réelles sur les services à la population. Le gouvernement doit maintenant aller chercher 1,5 milliard de compression dans le domaine de la santé sans toucher aux services. Vraiment.
Est-ce que le ministre de la Santé trouve qu'amputer les budgets d'infrastructure et d'entretien, ça n'a aucun impact sur les services? Reporter les travaux de déshumidification de cliniques, ça n'a pas d'impact? Est-ce qu'on peut reporter le remplacement des équipements désuets, des appareils de biochimie, sans impact sur la qualité des services? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai été effectivement très surpris de voir ce matin le Parti québécois qui publie une liste, il appelle ça « liste de dépenses frivoles ». Et le montant le plus important, qui est le premier montant, c'est une baisse d'impôts de 3,4 milliards pour les Québécois de la classe moyenne. Une dépense frivole. Madame la Présidente, je sais que le Parti québécois a toujours eu de la difficulté à se recentrer, mais de dire à la classe moyenne, là, vous n'en avez pas de problème avec votre portefeuille, c'est une dépense frivole. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles. Madame la Présidente, la conséquence des baisses d'impôts, c'est que maintenant, on coupe dans les services. Le ministère de la Santé a autorisé des budgets déficitaires dans plusieurs établissements de la santé. On pense à la Côte-Nord, on pense au Bas-Saint-Laurent et à la Gaspésie, notamment, pour le recours aux agences privées. Le gouvernement admet d'ailleurs qu'on ne peut pas se priver des agences privées là, avant, dans 6 mois pour les centres urbains, dans 1 an pour les zones mitoyennes et dans région avant octobre 2026. J'aimerais savoir comment on peut payer la main-d'œuvre privée si on ne peut pas s'en passer. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on a réussi depuis 6 ans à augmenter le budget de la santé de 50 et augmenter le budget de l'éducation de 50 entre autres en augmentant de façon importante les salaires des enseignants, les salaires des infirmières. Mais on a insisté aussi pour aider les Québécois parce que l'inflation, l'épicerie, les taux d'intérêt sont élevés. Donc, effectivement, on a baissé les impôts de la classe moyenne. La CAQ défend la classe moyenne, pas le Parti québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Hier, on a eu un début d'échange avec la ministre responsable des Forêts sur la situation de Maniwaki suite à l'annonce de la fermeture de Résolu. Et je paraphrase, vous étiez là, Madame la Présidente, vous l'avez entendu comme moi, je paraphrase ce que la ministre nous a répondu. On discute avec les partenaires locaux et on suit le dossier. Malheureusement, pour les entrepreneurs qui, ces jours-ci, remettent leurs clés à la banque, c'est pas rassurant. Malheureusement, pour les travailleurs qui ne savent pas comment ils vont payer l'hypothèque, l'auto, puis le hockey du petit dernier, c'est pas rassurant. Ces gens-là, et les partenaires locaux le disent ouvertement, ils ont 3 semaines. 3 semaines avant que toute activité doive cesser en forêt. 4 semaines avant que l'usine ferme les portes. Est-ce que la ministre peut nous dire une seule mesure de la cellule de crise forestière de la vallée de la Gatineau qu'elle a acceptée à ce jour? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de poursuivre la réponse parce qu'hier, on était en fin de période de questions. Ça va me permettre de rappeler qu'une des grandes mesures qui a été mise en place et qui est là depuis plusieurs années maintenant en Outaouais, c'est le programme exceptionnel d'écoulement des bois. La seule région qui a ce programme-là en place, qu'on soutient, c'est l'Outaouais et les Laurentides, avec ce programme-là. Donc, il y a des difficultés dans l'industrie forestière parce que le contexte du marché est difficile en ce moment, notamment à cause des droits compensateurs qui ont été augmentés à cause du conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis. On est en action, Madame la Présidente. Je vous invite à suivre l'actualité aujourd'hui. Ceci étant, moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est que le régime forestier qui a été adopté par le gouvernement libéral à l'époque, il ne fonctionne pas et je suis en action pour le moderniser, pour améliorer l'environnement d'affaires des entreprises, d'utiliser les leviers qu'on a ici pour les soutenir, parce que pour nous, la filière forestière, elle est importante. En question principale, je reconnais la députée de Mont-Royal. Merci, Madame la Présidente. J'ai le privilège de travailler sur un dossier extrêmement important, le dossier des étudiants internationaux. Il représente un atout extrêmement important, non seulement pour nos institutions, mais pour le Québec en général, pour notre économie.
Et puis, durant les consultations, je dirais que la quasi-totalité des groupes qui sont venus, des institutions, des recteurs, des directeurs de collèges, ce sont des groupes qui relèvent de la ministre de l'Enseignement supérieur. Hier, nous avons déposé une motion préliminaire. Nous souhaitons entendre la ministre afin qu'elle puisse rassurer le réseau. Tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, Madame la Présidente, ce sont des inquiétudes, des préoccupations. Ces étudiants internationaux sont essentiels pour assurer la vitalité des régions, la vitalité de nos institutions, offrir une gamme variée de programmes de formation à la grandeur du Québec. Ils contribuent à la capacité du Québec en recherche et innovation. Comment la ministre de l'Enseignement supérieur peut-elle rassurer les universités et les cégeps qui ont demandé d'être exclus du projet de loi, Madame la Présidente? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, merci beaucoup. Ça va me donner l'occasion de rassurer le réseau, comme vous dites, Madame la députée. Alors, écoutez, on travaille étroitement en collaboration avec le ministre qui pilote ce projet de loi 74, avec mon collègue aussi à l'Éducation, parce que ce projet de loi 74 vise évidemment les 3 ministères. Rassurez-vous, je parle avec le réseau, qu'il soit collégial ou universitaire, sur une base régulière. Madame la Présidente, depuis cet été, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs conversations jusqu'à hier. J'ai écouté la commission comme tout le monde, les consultations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une croissance soutenue des étudiants étrangers. Il y en a eu une au cours des dernières années. Il y avait un rattrapage important à faire, Madame la Présidente, en région, en termes de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi en termes de survie de certains programmes. C'est la raison pour laquelle moi-même, nous-mêmes, en début de mandat, et même un petit peu avant que je sois là, on avait justement demandé à augmenter le nombre d'étudiants étrangers francophones pour faire ce rattrapage en région. Il y a certains domaines, à l'heure actuelle, qui ont atteint ce rattrapage-là. Mais la question que je pose à la députée moi-même, sommes-nous obligés d'accueillir de manière illimitée le nombre d'étudiants étrangers? On doit être capable de contrôler ici au Québec le nombre d'effectifs d'étudiants étrangers sur notre territoire. Alors, je pense que le projet de loi est nécessaire et raisonnable dans le contexte actuel. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.